Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par la communauté Vivre avec. Aujourd'hui, nous aborderons la thématique du stress et de la fatigabilité dans le cadre du cancer. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Allain. Bonjour Audrey. Bonjour Julie. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors donc je m'appelle Audrey Allain, je suis psychologue clinicienne et responsable du pôle psychologie à l'Institut Raphaël, qui est un centre de médecine intégrative en cancérologie, et j'exerce par ailleurs notamment en psychotrauma en libéral, dans le 17e. Très bien. Et Isabelle Stiévenard. Bonjour Isabelle. Julie. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Isabelle Stiévenard, je suis infirmière de coordination en oncologie thoracique dans le service de pneumologie à l'hôpital Cochin. Très bien, on va en parler plus en détail au cours de l'émission. Cette émission s'inscrit dans notre programme Astuces Bien-être. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Conformément à la charte AstraZeneca, nous ne parlerons ni de traitement ni de médicaments dans cette émission. Audrey, première question, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les patients atteints de cancer souffrent d'une fatigue appelée asthénie? Oui, alors on peut peut-être déjà commencer par donner une petite définition très simple de ce qu'est la fatigue. Donc la fatigue, c'est une difficulté à effectuer des efforts physiques et à maintenir une activité intellectuelle. Alors c'est vrai que souvent les effets indésirables de la maladie sont bien traités, mais la fatigue reste encore souvent sous-estimée et donc insuffisamment prise en charge. Alors les causes de cette fatigue peuvent être variées. On compte évidemment une composante physique, qui est la maladie en elle-même et ses conséquences directes, comme par exemple une anémie, les traitements, chimio, radiothérapie, hormonothérapie, chirurgie et leurs effets indésirables, nausées, vomissements, infections, etc. On peut compter aussi des troubles du sommeil, la prise en charge d'une douleur et son traitement, une perte d'appétit, etc., etc. À ça, il faut aussi ajouter une composante psychologique, comme par exemple un épisode dépressif, une accumulation de stress ou encore une détresse émotionnelle. Et tout ça va venir s'inscrire dans un contexte socio-professionnel parfois aussi compliqué, comme par exemple la perte d'un emploi ou d'un statut social, des déplacements quotidiens, un logement inadapté ou un déséquilibre familial. Et donc, l'asthénie, est-ce que c'est temporaire ou comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors la temporalité, le vécu et les temps de récupération varient effectivement d'une personne à une autre. Mais donc la fatigue se traite et s'accompagne à partir du moment où elle va être prise en charge par des professionnels de santé qui vont intervenir spécifiquement sur ce symptôme. Donc ça peut être par exemple les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, sophrologues, psychologues, activités physiques adaptées, nutritionnistes, etc. Et de façon globale, tous les soins de support qui peuvent être proposés aux patients pendant et après le parcours de soins. Donc chaque professionnel de santé va pouvoir adapter son soin à la personne et donc il a des compétences qui lui sont propres et il va pouvoir délivrer des informations spécifiques pour aider le patient à lutter contre cette fatigue. Comment la fatigue intervient dans la vie quotidienne d'un patient? Alors la fatigue peut être un symptôme extrêmement invalidant, c'est-à-dire qu'elle peut venir dégrader significativement la qualité de vie du patient. Elle peut se traduire par une faiblesse physique, elle peut se traduire par une irritabilité, par un changement d'humeur, de motivation ou un retrait des activités sociales ou de loisirs. Alors c'est vrai que du coup, toutes les tâches quotidiennes les plus simples, les plus banales, comme par exemple s'habiller, se laver, monter un escalier, préparer un repas ou prendre une décision peuvent devenir de véritables épreuves. Et donc comment les patients ils vivent ça en général dans leur quotidien? Alors l'apparition d'une fatigue chronique peut être extrêmement difficile à supporter, notamment le choc, j'allais dire, de l'annonce d'une maladie grave, ajouté à l'accumulation de stress. Tout ça peut venir alimenter une détresse psychologique et émotionnelle et donc une fatigue extrêmement intense. Et donc comment une psychothérapie peut aider à gérer les émotions? Alors le psychologue, il va venir justement aider le patient à amortir le choc de l'annonce et accompagner tous les changements induits par la maladie et par les traitements et aider le patient à s'y adapter, donc pour favoriser globalement tous les processus d'adaptation et de résilience. Isabelle, comment mieux gérer le stress lié au cancer et au traitement en pratique? Alors mieux gérer le stress par rapport au cancer commence d'abord
par une bonne information. Et d'où l'importance de la consultation de reprise d'annonce, consultation qui normalement se fait quelques jours après l'annonce du diagnostic. Et lors de cette consultation, c'est un espace pour déjà savoir ce que le patient a compris, lui laisser poser toutes les questions concernant le traitement, la maladie, les effets indésirables. À cette occasion aussi, lui remettre un certain nombre de documents, notamment ce qu'on appelle un plan personnalisé de soins, qui est un repère dans le temps de ces traitements et qui, en principe, les aide énormément à se situer par rapport aux futures semaines et à organiser un peu leur vie par rapport à ces traitements. Au niveau de l'asthénie, vous, quels sont vos conseils pour les patients quand vous les recevez ? Se ménager, aménager leur vie quotidienne, aménager leur travail, se consacrer des moments de repos, ne pas hésiter à faire la sieste, mais en même temps continuer à bouger. Vraiment, il est très important de continuer à avoir une activité physique pour mieux supporter le traitement après. Et vous, quels sont vos conseils pour les patients qui ont ce problème avec l'asthénie et la fatigue ? Alors mon conseil, c'est avant tout de s'écouter, c'est-à-dire qu'on a tous un curseur différent dans notre rapport à la fatigue, dans nos capacités de récupération, etc. Donc c'est trouver, j'allais dire, la juste mesure entre le repos et le besoin de bouger. Vous parliez, Isabelle, d'activité physique, que c'était vraiment recommandé. Quelles activités vous recommandez pour les patients au quotidien ? Toutes les activités qui sont la marche, tout ce dont ils sont capables de faire, parce que ce n'est pas la peine d'entreprendre un marathon si on n'en a jamais fait, mais bouger, faire de la marche beaucoup, de l'exercice chez soi, tout en continuant à s'aménager des temps de repos et à s'écouter et à être attentif aux signes de son corps, quoi. Et dans les établissements de soins, ils proposent peut-être des activités dans Oui, ce cadre ? tout à fait, oui. Il y a des ateliers Quel type d'atelier ? des ateliers de remise en forme, des ateliers de Sophrologie, par exemple Oui, on peut trouver plein de choses. Et pourquoi il est important d'adapter son mode de vie dans le cadre du cancer ? Il est important d'adapter son mode de vie parce que les traitements sont extrêmement fatigants et la priorité est la lutte contre cette maladie. Donc il faut savoir être égoïste, s'écouter et adapter son mode de vie pour ne pas être trop fatigué et pouvoir convenablement supporter le traitement. On est dans l'acceptation. Qu'est-ce que vous dites à vos patients, Audrey ? Alors l'acceptation, je pense qu'elle passe avant tout, surtout par le prendre soin de soi. C'est-à-dire qu'on peut ériger une équipe ultra compétente pour prendre en charge le patient. Il doit être le premier à initier ce prendre soin, à rentrer dans cette écoute sensible de lui-même et à dire « je ». Et à accepter à changer son mode de vie, ce que vous disiez à l'instant, Isabelle. Oui, exactement. À modifier, j'allais dire, certains paramètres qui vont lui permettre d'intégrer les traitements dans son quotidien. En même temps, pour certains, ne pas changer son mode de vie, c'est aussi sa façon de lutter contre cette fatalité. Et certains n'envisagent absolument pas d'arrêter leur activité. Oui, c'est vraiment au cas par cas. Après, ouais, c'est comme l'activité physique adaptée. Chaque patient a sa temporalité et elle est à respecter. Isabelle, quels sont les autres types de prise en charge possibles du stress et de l'asthénie ? Alors, les autres types de prise en charge sont la kiné, soit à domicile, soit en cabinet, la psychologue, et puis pour les personnes isolées, sans personne pour les aider, il y a des centres des soins de suite, ce qu'on appelle les SSR. Il y en a différents dans Paris et en banlieue, et ça permet quelquefois de faire une petite transition entre chez soi, l'hôpital. Il y a ce petit moment où on prend soin d'eux, où ils sont complètement pris en charge, et souvent ils apprécient énormément ces institutions. Il y en a aussi en région, parce que notre communauté est aussi en région. On n'est pas que parisien. Oui, bien sûr, Paris, banlieue, région, il y en a partout des SSR, partout. Super. Audrey, on a parlé de l'acceptation, mais j'ai encore une question. Quelles sont les grandes étapes clés de l'acceptation du cancer ? Alors, je dirais que
l'expérience du cancer, c'est toujours une invitation à ralentir, c'est-à-dire vraiment à remettre en perspective tout notre rapport au monde, c'est-à-dire notre rapport au temps, notre rapport à notre propre corps et parfois aussi notre rapport aux autres. Mais pour moi, vraiment, l'étape principale va être de devenir acteur de sa prise en charge, vraiment de dire je et qu'on soit dans un partenariat médecin ou soignant-patient pour, j'allais dire, avoir cet objectif commun de traverser la maladie. Qu'est-ce qui pousse les patients à venir consulter un psychologue ? Alors, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise raison de consulter, mais beaucoup de patients font quand même le constat que l'expérience cancer est venue bouleverser leur vie. Alors Audrey, dans quel état d'esprit les patients viennent quand ils viennent vous voir ? Alors, je voudrais déjà mettre l'accent sur un point qui me paraît important, c'est que le suivi psychologique, ce n'est pas une affaire uniquement de folie. C'est avant tout une histoire de souffrance, et la souffrance, elle appartient à tout le monde. Donc, il faut vraiment, j'allais dire, casser certaines représentations autour du suivi psychologique. Après, s'engager dans un suivi psychologique, c'est déjà se remettre en mouvement, c'est déjà se réinscrire dans du désir et donc un projet de vie. Comment aidez-vous vos patients au quotidien et par quels moyens ? Alors, l'espace thérapeutique, c'est vraiment un espace où la parole est libre. Tout peut se dire, tout peut se penser, tout peut s'élaborer pour venir soutenir, j'allais dire, tous les processus d'adaptation et favoriser la résilience. Et est-ce que vous recevez aussi des aidants ou des personnes qui accompagnent des patients atteints de cancer ? Oui, alors évidemment, le patient est le premier impacté par le cancer, mais l'onde de choc va venir aussi affecter les proches, ces combattants silencieux qui sont en première ligne. Donc ces proches, ces aidants comme on les appelle, ont une place, cette place d'à côté est vraiment une place qui est difficile à tenir. Et ils ne vont pas toujours se sentir légitimes à exprimer leur souffrance. Et pourtant, ils ont vraiment toute leur place au sein d'un suivi psychologique. Oui, on le rappelle, 11 millions d'aidants Ouais. en France. Isabelle, quel état d'esprit convient-il d'adopter face au cancer ? La combativité, bien sûr, mais c'est pas évident quand on vient d'apprendre le diagnostic. Il faut être bien entouré et savoir se livrer, parce que c'est pas facile, je pense, d'un seul coup de se retrouver, pour certaines personnes qui ont été toujours maîtres dans leur vie, dirigeant leur vie, d'un seul coup d'être confronté à ça, c'est très difficile. Donc il faut vraiment être combatif et s'écouter, encore une fois, toujours pareil, et être égoïste, prendre soin de soi. Toujours les mêmes conseils. Et vous, comment vous accompagnez vos patients dans ce processus ? Alors, on les accompagne encore une fois par cette consultation d'annonce, par des coups de téléphone ou de leur part ou de notre part, pour savoir comment ils se portent. Donc, un suivi téléphonique, un suivi par mail, par tous les moyens qui sont à notre disposition maintenant. Une disponibilité de notre part qui doit être totale. Ils ne doivent jamais tomber sur un téléphone qui sonne et qui ne répond pas. C'est pas possible. Je dirais qu'en vrai, ce qui est thérapeutique, c'est le lien. Et voilà. C'est réinscrire le patient systématiquement dans le lien, que ce soit dans l'équipe médicale, paramédicale, tous les soins de support. C'est vraiment ce qui va pouvoir aider le patient. Puis comme a dit Audrey tout à l'heure, le rendre acteur de ce qui se passe. Donc rendre acteur, ça veut dire être capable de dire, d'identifier tel symptôme, de recevoir sa prise de sang et de dire ah non là ça va pas, je contacte, de nous faire part de tous les petites choses qui ont beaucoup d'importance. En fait, il s'agit de reprendre du contrôle, c'est-à-dire ne plus subir, mais recevoir. On parlait tout à l'heure des aidants. Isabelle, comment les aider à positiver ou à rester positif aussi avec le patient ? Garder la tête... on doit les écouter. Moi, il m'arrive régulièrement d'appeler les aidants ou quand je vais voir les patients dans leur chambre d'hospitalisation, ne serait-ce que de se tourner vers eux et de leur dire « Et vous, comment allez-vous ?» Là, quelquefois, ça change tout.
Parce que voilà, c'est reconnaître leur existence. Est-ce que vous recommandez des activités ludiques pour les patients, type peinture, tout ce qui est loisirs oui, créatifs? Bien sûr, tout est bon. Mais le plaisir, Tout est est un booster d'immunité extraordinaire. Pour le moral Ouais, et... oui. Exactement. Donc bien sûr, partout là. Mais pour ça, il faut déjà s'interroger sur ce qui nous fait plaisir, ce dont on a envie. Et selon les patients que vous rencontrez, quelles sont les activités les plus plébiscitées? La marche, tout ce qui est sophrologie, yoga, Mhm. les activités après, même la lecture, le dessin, Ouais, le tout ce qui est jardinage. art-thérapie, oui, donc voilà, c'est vraiment. c'est en fonction du patient. Oui, évidemment. Ouais. Et vers qui le patient peut se tourner en cas de baisse de morale? Ou même les dents? Bah, nous. Nous. J'allais dire le premier interlocuteur parce que, j'allais dire, quelque part, la parole, enfin le psy n'est pas dépositaire de la parole. N'importe qui, n'importe quel soignant peut recueillir cette parole. Et encore une fois, entrer dans le lien, que ce soit le psy ou qui que ce soit, sera déjà aidant. Après, si effectivement il y a besoin d'une aide plus professionnelle, adressée au psychologue ou un psychiatre ou tout autre professionnel de la santé mentale. Mais j'allais dire, n'importe quel soignant peut vraiment interagir avec le patient et... Toute personne qui a Ouais. une capacité d'écoute. Exactement. Voilà, c'est tout. Merci à toutes les deux pour vos réponses. Peut-être avant de conclure, si vous avez un message à faire passer donc à la communauté Vivre avec, quel serait-il? Audrey, je vous laisse commencer. N'hésitez pas à vous adresser à la caméra. Ouais, merci Julie. Alors je pense qu'on l'a répété suffisamment avec Isabelle. Le message principal, c'est vraiment prenez soin de vous. Soyez à l'écoute de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Autorisez-vous parfois aussi à dire non. Et n'oubliez pas vraiment de réinscrire du plaisir dans votre vie. Isabelle, si vous aviez un message à faire passer, Oui, allez-y. je partage tout à fait l'avis d'Audrey. Prenez soin de vous, écoutez-vous. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qui vous traversent l'esprit, même si elles vous paraissent anodines. Et on sera toujours là pour vous répondre. Et soyez égoïstes et faites-vous plaisir. Merci à toutes les deux Merci, Julie. pour vos réponses. Merci Julie. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la communauté Vivre avec.